Merci de m'avoir invité pour animer cette table ronde, donc pour laquelle on a une heure de discussion. On essaiera d'avoir des présentations assez courtes pour pouvoir ouvrir la discussion avec tout le monde. Donc en fait, la table ronde va porter sur les thèmes et outils de financement et plutôt projeter dans le cadre actuel qu'a décrit Marie-Christine ce matin, c'est-à-dire autour de nourrir, soigner, protéger, et qui est un peu un cadre là qui a même été repris par notre président lors du sommet Afrique-France, donc qui devient un peu institutionnel pour tout le monde. Donc on va avoir deux présentations avec des personnes présentes là et deux autres qui seront en visio. Donc on va commencer par Elisabeth Fournier de l'UMR FIM, et donc qui pourra se présenter, qui est directrice de recherche INRAE, et qui va nous parler de la thématique santé des plantes et un petit peu sa place sur Montpellier et dans le monde, et un peu dans le nouveau contexte, à la fois ce que le soutien d'Agropolis Fondation a permis de faire, et puis ce que ça devient sur Montpellier et à l'international aujourd'hui, en propre, mais aussi dans la grande thématique santé globale, bien sûr, qui prend un développement considérable maintenant, surtout à cause de la pandémie, on va dire. C'est peut-être un des seuls avantages de cette pandémie. Donc, je te laisse la parole, donc, et tu as entre 5 et 10 minutes, Elisabeth. D'accord. Bonjour. Donc, moi, je suis Elisabeth Fournier, directrice de recherche INRAE à l'Institut de santé des plantes de Montpellier, donc l'UMR FIM. Je suis le porte-parole de Gilles Bénat, qui aurait dû être là pour cette table ronde et qui m'a proposé de le remplacer. Donc moi, ma présentation, elle va être assez courte. Peut-être je ne passerai pas toutes les diapos, d'ailleurs. Mais j'ai fait en 3 parties. Donc d'abord, je vous présente très très rapidement l'historique de la création de l'UMR FIM et puis ce qu'il y a maintenant dans cette UMR. Ensuite, je parlerai du projet Santé des plantes qui démarre maintenant et qui est un projet commissionné financé par Agropolis Fondation. Et après, j'aurai vraiment 2 diapositives de perspective sur un petit peu les forces et les faiblesses, on va dire, en présence, au moins dans le contexte montpelliérain, puis la place de la santé des plantes dans l'approche One Health. Donc FIM, c'est une unité qui a vu le jour officiellement là, au 1er janvier 2021, qui va souffler sa première bougie bientôt. Et donc historiquement, c'est la fusion entre 3 unités fondatrices qui étaient BGPI. Alors, qu'est-ce que ça fait? Oui, voilà. BGPI, l'UR bioagresseur CIRAD et IPME. Ces 3 unités travaillaient sur la santé des plantes. BGPI, c'était biologie et génétique des interactions plantes pathogènes. IPME, interaction plantes-micro-organismes environnement, et bioagresseur de plantes. Donc, et ces 3 unités donc, ont fusionné pour donner l'UMR FIM, qui aujourd'hui compte 4 pôles, je vais y revenir, et puis 13 équipes. Donc vous avez là la répartition des personnels qui étaient intégrés dans FIM, donc leur origine en fonction des 3 unités fondatrices, en début d'année 2021. Et ce que je n'ai pas mis là sur cette diapo, c'est que ce n'était pas juste une transposition des équipes préexistantes dans la nouvelle structure. Il y a vraiment eu là, je ne l'ai pas retracé parce que c'était trop compliqué, mais déjà un processus de prise de mayonnaise avec des équipes qui se sont séparées, qui se sont regroupées, qui ont fusionné, qui ont rejoint d'autres pôles, enfin voilà. Et puis plus récemment, en fait, il y a une partie du LSTM, qui est le laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes, donc qui compte des agents IRD et INRAE, qui nous rejoint aussi. Donc il y a une quinzaine de personnels supplémentaires qui nous rejoignent et qui forment 2 équipes de plus. Donc maintenant, on est 15 équipes. Et ce que je voulais dire là, c'est que c'est vraiment une unité qui est très structurante pour la santé des plantes, du moins pour les interactions plantes-micro-organismes et macro-organismes aussi, puisqu'on a une partie de l'équipe qui travaille sur une équipe qui travaille sur les bioagresseurs, et avec vraiment une attractivité assez forte, puisqu'il y a des gens qui nous rejoignent, et il y a aussi des renforcements en termes d'ouverture de poste de la part des différentes tutelles. Il y a 5 tutelles dans l'unité. Donc les 4 pôles sont ici. Donc bien sûr, la santé des plantes est au cœur du projet. Le pôle ITEM s'intéresse aux interactions entre les plantes et les micro-organismes, aussi bien les mécanismes génétiques que l'évolution de ces interactions.
Phytobiome, donc ça s'intéresse à l'impact de l'environnement biotique et abiotique sur la physiologie et la santé des plantes. Virome, c'est un pôle qui s'intéresse aux interactions virus-plantes hôtes et vecteurs, virus-plantes hôtes et vecteurs. Et Prisme, c'est un pôle qui s'intéresse à l'effet des facteurs de l'environnement sur les populations à grande échelle. Donc vraiment un projet scientifique très intégratif et qui couvre beaucoup d'aspects. Et donc on travaille à différentes échelles, du gène au paysage. On est bien ancré à l'international, notamment au travers de 3 laboratoires internationaux au Burkina Faso, au Cambodge et en Chine. Bon, bien sûr, on produit de la connaissance, mais aussi on est impliqué beaucoup dans la formation et on participe à l'élaboration de solutions et à des actions d'expertise. Donc ça, c'est film, donc, pour ce qui est de la création de films. Donc vraiment maintenant, quelque chose qui devient très visible sur dans le paysage montpelliérain autour de la santé des plantes. Et donc, 3 d'entre nous ont été, 3 membres de film ont été à l'origine, on va dire, du projet dont je vais parler maintenant, le projet Plantel, sous Santé des plantes, donc un projet commissionné par la Fondation. Je ne vous refais pas tout l'historique, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'est un projet qui démarre maintenant, mais dont la construction a commencé il y a à peu près un tout petit peu plus d'1 an. Historiquement, ce projet est issu de la fusion de 3 concept notes qui avaient été proposés à la Fondation l'année dernière. Enfin, un petit peu, voilà. Une concept note sur l'épidémiosurveillance que portait Catherine Abadi, une sur le phytobiome que portait Gilles, et une sur riziculture zéro pesticide que je portais moi. Donc on a fusionné ces 3 concept notes et ce qui est important, c'est qu'en fait, on arrivait chacun avec notre réseau de collaboration qu'on avait envie de mobiliser et on a fait une première étape l'année dernière où on a mis tout le monde ensemble et on s'est dit, voilà, on a tous envie de travailler autour de la santé des plantes, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Ce qui est ressorti ça, c'est donc il y avait quand même beaucoup de participants et 9 labos. Ce qui est ressorti ça, c'est que les gens avaient vraiment envie d'un projet interdisciplinaire autour de la santé des plantes et qui est une démarche de construction participative. Et on a fait une deuxième étape où on a notamment fait une enquête à l'intérieur des participants. Donc là, on avait perdu un labo en cours de route, mais il y avait encore pas mal de monde. Ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que les gens voulaient une action soutenue par la Fondation Agropolis où il y ait à la fois des actions de recherche, mais aussi la création et l'animation d'un consortium interdisciplinaire. Il y a vraiment cette volonté-là partagée par un grand nombre de personnes. Et puis, au niveau recherche, les motivations principales étaient de mieux comprendre les relations entre les pratiques culturales et le microbiome. Donc, les unités actuellement impliquées dans le projet sont là. Bon, là, je vous ai listé un certain nombre de choses qui montrent que c'était intéressant de faire un projet sur la santé des plantes. On pourra y revenir. Ce qu'il y a dans le projet, je pourrais y revenir aussi si vous voulez, mais il y a donc 3 work packages qui sont vraiment autour d'actions de recherche. On a bâti ces actions autour des forces en présence dont on disposait dans le groupe de personnes qui avaient envie de travailler ensemble. Et ces actions, elles ont été pensées dans l'interdisciplinarité. Et la dernière action transversale, c'est vraiment la création, l'animation de ce consortium avec la volonté aussi d'agréger des compétences nouvelles qu'on n'aurait pas encore dans le projet. Donc voilà, vraiment une double volonté dans ce projet qui va durer 2 ans et demi. Et à travers ce projet, là, je voulais faire un peu un focus sur les forces et les faiblesses en termes de disciplines présentes dans le projet, mais aussi au-delà, dans le contexte montpelliérain. Donc, on a toutes ces disciplines qui sont présentes dans le projet, donc la biologie des plantes et des pathogènes, la génétique, beaucoup, la génomique, la métagénomique, l'écologie, l'évolution, la phytopathologie, l'agronomie. On a aussi un petit peu d'épidémiologie et un peu de sciences sociales, économiques et un peu d'anthropologie. Mais ce que je voulais dire là, c'est que, en fait, moi, c'est la vision que j'en ai. À Montpellier, on est très fort pour ces aspects-là, et pas que dans les 9 unités impliquées. Donc là, il y a beaucoup de forces en présence. Par contre, il y a d'autres. Donc, par exemple, ici en épidémiologie, il y a des gens qui font de l'épidémie à Montpellier, mais les forces, elles sont présentes peut-être plus à Avignon qu'à Montpellier. Mais on est très en lien avec eux. Et là où, dans le domaine de la santé des plantes, peut-être qu'à Montpellier, on n'est pas si fort, c'est pour tout ce qui concerne les SHS. Donc, on a des gens qui commencent à s'impliquer aussi sur les aspects santé des plantes en sciences sociales au sens large, mais peut-être que ce n'est pas encore quelque chose de très fort dans le contexte montpelliérain. Mais c'est à discuter.
Là où on est très fort aussi à Montpellier, c'est sur la physiologie des plantes et des pathogènes. Ce n'est pas très représenté dans le projet actuellement, mais voilà, c'est des gens vers qui on a envie d'aller aussi pour agréger ces réflexions-là dans le consortium. En tout cas, la volonté très très forte, c'est vraiment de construire cette démarche-là dans l'interdisciplinarité. Et ça, c'est vrai dans le projet et je pense que c'est vrai aussi au-delà. Et juste pour terminer, là, j'ai remis une figure que j'ai trouvée sur la démarche One Health pour savoir un petit peu. Donc, effectivement, la santé des plantes, elle est, comment dire, de manière indirecte incluse dans cette partie-là de la démarche One Health. Mais là où il y aurait une entrée aussi sur laquelle on pourrait travailler, c'est autour de la sécurité alimentaire. Et puis, par exemple, tout ce qui est vecteur de maladies. Dans l'approche One Health, c'est très présent pour les maladies humaines, mais ça pourrait très bien être transposé aussi aux maladies des plantes. Donc, il y a toute une série de pistes de réflexion pour pouvoir réfléchir, et c'est ce qu'on a envie de faire dans les 2 ans et demi qui viennent. Comment intégrer au mieux la santé des plantes dans cette démarche-là. Donc, notre projet à l'heure actuelle, ce n'est pas un projet One Health, mais ça a la volonté, en tout cas, de réfléchir à comment on peut faire pour intégrer cette démarche-là au mieux avec toutes les forces qu'on a. Je n'ai pas d'autres diapos. Super. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a je vous regarde Camille pour savoir si on a le temps pour 1 ou 2 questions spécifiques ou sinon on posera les questions à la fin. Bah ça c'est toi qui vois. En tant qu'animateur et au titre de mes anciennes fonctions, puisque j'avais beaucoup œuvré pour que cette unité voie le jour, je veux juste dire que je suis ravi de cette présentation et de voir l'évolution des choses autour de la santé des plantes, où le potentiel était énorme sur Montpellier, et où il y a un besoin d'un changement de paradigme, de passer de la pathologie à la santé des plantes. Et je pense qu'il y a vraiment des défis énormes aussi pour définir ce qu'est une plante en bonne santé. De la même façon qu'il faut définir ce qu'est un environnement en bonne santé. Chez les êtres humains, on a plus ou moins des batteries d'analyse qui aident à le dire. Ce n'est pas toujours suffisant, mais donc il y a vraiment un potentiel gigantesque. Et gigantesque, comme tu l'as souligné, en lien avec l'agronomie, en lien avec l'écologie, en lien avec la santé humaine et la santé des animaux sur des plans thématiques comme la virologie, par exemple, etc. Donc, voilà, ben, j'ai pris le temps de parole, je m'en excuse, mais je tenais à dire ça parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et dont je ne peux que vous féliciter de mettre cette unité en œuvre avec des projets tels que tu l'as présenté. Et si je peux juste, du coup, rajouter quelque chose, justement dans le projet, le premier Work Package est vraiment dédié à la construction d'indicateurs de la santé des plantes, voilà, mais d'indicateurs aussi un peu nouveaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une revue de la littérature sur ce qui existe et ce qu'on peut facilement transposer sur le terrain, mais il y a aussi la volonté de co-construire avec les acteurs de terrain des indicateurs auxquels nous, on n'aurait pas pensé. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là aussi. Super. Bon, du coup, je vous propose qu'on passe à la 2e présentation, et du coup, qui sera faite par Nicolas Bricas, qui est à côté de moi, qu'on ne présente plus, parce que je pense que tout le monde le connaît. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il mérite d'être connu. Donc, Nicolas est chercheur au CIRAD et à l'UMR Moïsa, et il est titulaire et très impliqué dans la chaire alimentation du monde. Et pour faire un peu le lien entre tout ce qu'on a discuté sur l'écologie et l'alimentation, ils viennent de sortir justement, puisque c'est un des co-éditeurs, un bouquin qui s'appelle Écologie de l'alimentation et qui montre bien toutes les intrications qu'on a sur Montpellier entre tous ces thèmes. Donc Nicolas, tu vas nous parler des systèmes alimentaires et comment les systèmes alimentaires qui deviennent quelque chose de très structurant et de très fédérateur peuvent faire le lien entre les 3 piliers, nourrir, soigner, protéger, et un peu un état des lieux de comment tu vois la situation sur Montpellier, l'énorme évolution qu'on a vue dans ces dernières années, et qu'est-ce qui manquerait pour aller plus loin, quels sont les nouveaux défis. Tout ça en 5 minutes, bien sûr. Voilà, parce que Camille et Daniel m'ont dit ça en 5 minutes. Mais maintenant, ils m'ont installé dans un bureau où il y a le chauffage. Ah, tu as le chauffage. Et je pense que je vais y rester un bon moment. Donc attendez-vous plutôt à une petite heure de présentation, parce que je suis assez bien là. J'ai chaud, là, donc c'est bien. Bon, en fait, la question c'était
pourquoi la notion de système alimentaire, de food system, comme disent les anglo-saxons, émerge tant, pourquoi il y a eu un sommet des Nations Unies en septembre dernier sur les systèmes alimentaires, et qu'est-ce que ça change de tout d'un coup intégrer ce qui se passe après la récolte, après la production agricole, c'est-à-dire la transformation, la commercialisation, le stockage, la consommation alimentaire, mais également tout ce qui est la question des déchets. Et les déchets potentiellement comme réutilisables dans le cycle, et donc comment ça permet aussi d'aller vers une idée d'économie circulaire sur les questions de fertilisation agricole. Je pense que ce qui est un des facteurs de cette émergence, c'est la prise de conscience année après année de comité de la sécurité alimentaire mondiale que l'enjeu principal de la sécurité alimentaire mondiale, c'est plus de produire plus. On est en excédent de production depuis les années 80 à l'échelle mondiale. C'est bien ce qui se passe après la production, ce qui ne veut pas dire que ce qui se passe pendant la production n'a pas d'enjeu, il y en a d'énormes, mais ça veut dire qu'on comprend à quel point, si on a aujourd'hui une remontée historique du nombre de gens en insécurité alimentaire depuis 5 ans, ce qui n'est jamais arrivé depuis le début du siècle, c'est que ce n'est pas uniquement une question de... On n'arrive pas à produire assez, puisqu'on est toujours en augmentation de la production alimentaire par habitant. Et que donc l'enjeu, il se passe beaucoup après, ça c'est le premier constat, et qu'il y a aujourd'hui aussi un basculement du monde avec plus de citadins que de ruraux, et plus de gens qui sont consommateurs que producteurs, et qui ont des préoccupations sur les origines de ce qu'ils mangent, sur leur santé, sur les problèmes d'équité sociale, etc., et que ça fait remonter comme ça un certain nombre de questions. On voit en tout cas ce basculement du pouvoir vers la question purement agricole, vers un pouvoir qui va vers les consommateurs, je vais en dire un mot. Et puis c'est aussi le constat que dans ce qui s'est appelé jusqu'à présent la chaîne alimentaire, qu'on est en train d'abandonner pour aller vers l'idée de cycles alimentaires, mais c'est que la valeur ajoutée dans le système alimentaire, elle ne se fait pas en amont, elle ne se fait pas dans la production, elle se fait en aval, que le pouvoir, il est aujourd'hui dans les mains des acteurs de l'aval et des nouveaux acteurs qui arrivent dans le système alimentaire, que sont les acteurs du numérique, qui sont les plus gros investisseurs aujourd'hui dans le système alimentaire, et que le potentiel de création d'emplois désirables, si on peut parler comme ça, dans les pays qui sont en transition démographique, c'est l'aval, c'est la transformation, la commercialisation, la distribution, et pas uniquement la production. Donc ça a conduit à étendre la vision, qui était au début une vision très agricole, très production agricole, production alimentaire, vers la prise en compte de tout ce qui se passe après. Je pense que ce qui est aussi intéressant dans cette notion-là, c'est que quand on réfléchit à l'histoire de l'évolution de nos systèmes alimentaires, dans leur diversité à l'échelle planétaire, le grand constat, c'est qu'en fait, les grands drivers du système alimentaire ne sont pas dans le système. Ils sont complètement extérieurs au système. C'est le coût de l'énergie, c'est le coût de la main-d'œuvre, c'est l'urbanisation, c'est la finance, et puis aujourd'hui, c'est la numérisation et l'arrivée des GAFA et des acteurs du numérique qui sont en train de potentiellement bouleverser la dynamique du système alimentaire. Et alors, puisque j'ai que 5 minutes, et que j'ai déjà dû en prendre 2, ça définit aussi de nouveaux enjeux de durabilité. Bien évidemment, les enjeux de durabilité environnementale, donc les enjeux classiques de ceux qui sont déjà bien connus au niveau de la production agricole, mais des enjeux qui sont liés aussi à ce qui se passe dans les étapes de transformation, les pollutions plastiques avec la question de l'emballage qui devient vraiment criante, les questions par exemple de l'épuisement des terres rares avec la numérisation du système qui est venu d'abord par l'aval, et puis les enjeux de réduction de la biodiversité qui ont été très drivés par ce qui se passe dans l'industrialisation de la transformation qui exige des variétés très calibrées, très, très précises. On était en train de discuter de quinoa tout à l'heure, c'est exactement ça. Enjeux environnementaux, enjeux sanitaires. Donc l'enjeu, il est moins les carences protéino-énergétiques, ce qu'on appelait la sous-nutrition, même si elle remonte, mais elle remonte essentiellement pour des causes liées au déplacement de population, aux grandes migrations climatiques et aux grandes migrations liées au conflit. C'est ça le constat de la remontée du nombre de gens qui souffrent de la faim aujourd'hui dans le monde. Mais c'est l'arrivée des nouvelles pathologies, et notamment les pathologies de pléthore. On mange trop gras, trop sucré, trop salé. L'obésité est une épidémie absolument mondiale. Les maladies cardiovasculaires explosent, les cancers colorectaux explosent. Donc on voit bien que là, l'enjeu n'est pas agricole, il est dans ce qui se passe après, et que c'est devenu une vraie question de santé publique.
C'est les nouvelles questions comme la question des produits ultra transformés, où vous avez peut-être entendu parler de ces questions, des effets sur la santé de cette question des produits ultra transformés. Les enjeux sociaux, c'est connu, c'est la question de l'inégalité, l'égalité d'accès à l'alimentation. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de la faim, mais pas parce qu'ils ne produisent pas assez, mais parce qu'ils n'ont pas accès soit de la terre, soit des moyens de l'acheter, d'acheter la nourriture. C'est l'inéquité dans le partage de la valeur ajoutée dans la filière. Et puis, ce que je pense le confinement a notamment révélé, en particulier en France, c'est que si on a une alimentation pas chère, c'est qu'on a une énorme précarité dans le travail agricole, travail dans la transformation, travail dans la distribution, jusqu'aujourd'hui les livreurs de pizza. Et donc, en fait, un secteur économique qui est particulièrement... où en tout cas le travail précaire est particulièrement abondant et permet de garantir ce contrat social qu'on a quand même depuis l'après-guerre, qui est produire le moins cher possible. Et même si ce contrat il est complètement remis en cause aujourd'hui, on est encore là-dedans. L'enjeu culturel, qui est notamment sorti au moment du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, les minorités culturelles qui ont peur de l'érosion de leur culture. Et puis, on veut dire d'une façon générale, une très grande anxiété des consommateurs, une très grande défiance vis-à-vis à la fois des industries, mais maintenant de l'État et même des scientifiques, qui sont liés à des phénomènes de distanciation de nos rapports à l'alimentation. Donc des problèmes sociaux qui font que même si objectivement on mange en moyenne mieux sur Terre, on a moins confiance dans ce qu'on mange qu'autrefois. Enjeu économique, c'est le constat que les entreprises du secteur évoluent dans un environnement particulièrement instable et de plus en plus instable. Instabilité des prix qui va rester forte, on le sait. Instabilité liée aux instabilités climatiques et puis maintenant même sanitaires. Et puis la prise de conscience que la plupart des entreprises sont désormais dépendantes d'acteurs ou de structures sur lesquelles ils n'ont pas la moindre maîtrise. Dépendance des grands financiers, dépendance du coût de l'énergie, dépendance de l'électronique, et qui rendent en fait du coup un peu problématique la possibilité de tenir dans un environnement instable. Et puis enfin, des enjeux de gouvernance. Le système alimentaire, c'est un des lieux dans lesquels il y a une concentration des pouvoirs colossale, que ce soit d'abord dans les industries de transformation, dans la distribution, dans l'industrie des semences ou des engrais. On a des oligopoles de pouvoir qui ont confisqué finalement le pouvoir aux citoyens et qui posent la question de la démocratie alimentaire. Bon, donc ça définit tout un tas d'enjeux. Il y a eu un groupe de travail organisé par la Fondation pour y réfléchir, essayer de dessiner des nouveaux enjeux. En une minute, qu'est-ce qu'on a essayé de commencer à faire avec Agropolis Fondation, enfin avec le soutien de la Fondation? Bon, un premier travail qui a été de constituer un réseau international de gens qui pouvaient travailler sur ces questions-là. Ça a été fait en collaboration avec Danone, qui était intéressé d'avoir, dans plein de pays où ils sont installés, d'avoir des interlocuteurs scientifiques qui comprennent la situation alimentaire du pays. Parce que ce n'est pas si simple. Dans les pays en développement, la majorité de la compétence sur le système alimentaire, 99% de la compétence, elle est sur l'agriculture. Elle n'est pas sur ce qui se passe après. Donc l'enjeu, ça a été de développer en fait un réseau de gens. Donc ça s'est fait sur Côte d'Ivoire, Cameroun, Afrique du Sud en Afrique, sur Inde, Chine et Indonésie en Asie, sur Mexique en Amérique, et au travers d'un vaste programme qui a consisté à former, travailler, renforcer des capacités de recherche dans ces pays-là pour comprendre comment les citoyens, les mangeurs, on pourrait dire, perçoivent les enjeux alimentaires contemporains dans leur pays et en particulier dans leurs villes dans lesquelles il y a une concentration croissante. Donc ça, c'est un projet qui a duré 6 ans, qui a donné lieu à plein de bouquins, et notamment un bouquin que vous pouvez aller regarder, qui est toujours gratuit en ligne, qui s'appelle « Manger en ville, regard anthropologique du Sud ». Et l'enjeu, il a été de faire monter en fait des compétences du Sud. Donc c'est un bouquin que de gens du Sud qui ont du coup porté un regard sur leur situation alimentaire qui est très très décalé par rapport au regard que les gens du Nord portent sur ces pays-là. Et c'est ça qui était très intéressant. Deuxième projet, qui était un projet étendard qui s'appelle Foodscapes, qui était de travailler sur les environnements alimentaires. Qu'est-ce qui, dans les comportements alimentaires, qu'est-ce qui n'est pas déterminé par ce qu'on a dans la tête, mais qu'est-ce qui est déterminé par les prix, la proximité des magasins, la norme sociale. Donc en fait, ce qui est autour de nous, qui n'est pas construit par nous. C'est vraiment une révolution dans la façon dont on conçoit les comportements. Les comportements ne sont pas internes uniquement, ils sont aussi guidés par notre environnement. Et ça déplace la responsabilité des changements alimentaires, de comportement, ça les déplace vers les acteurs qui
qui font ce que certains théoriciens appellent les installations, ce que les nutritionnistes appellent les environnements alimentaires, ce que les géographes appellent les paysages alimentaires. Et ça a été une exploration au travers d'un travail qui était au départ pluridisciplinaire, où on a mis à côté nutritionnistes, géographes et socio-anthropologues, et qui a fini par un travail interdisciplinaire, où on a véritablement appris à travailler ensemble. Donc c'est vraiment pour moi une expérimentation du passage de la pluri à l'interdisciplinarité. Et puis le dernier projet qui est cofinancé par la Fondation, mais aussi avec la Fondation Carasso et la Fondation Cariplo, qui est un projet qui vise à mettre au point une méthode simple et rapide, multi-acteurs, rassemblant plein d'acteurs, pour identifier les chemins d'impact d'innovation, de politique, de mesures sur toutes les dimensions de la durabilité, environnementale, sociale, sanitaire, etc. Et appliqué dans une quinzaine de cas, dans une dizaine de pays, et qui est en cours de finalisation. Et là, j'ai chaud, mais j'arrête. Voilà, c'était 5 grosses minutes. Ouais, merci. Je suis désolé. Bon, merci beaucoup, Nicolas, parce que tu nous as fait un effort surhumain pour synthétiser tout le champ énorme des systèmes alimentaires et de tout ce que vous faites en peu de temps. C'est un des enjeux clés de Montpellier. On est reconnu sur cette thématique. On voit qu'on fait de plus en plus de liens avec la santé, là aussi, notamment avec des initiatives comme sur santé, nutrition, etc. Et aucun doute que dans les années à venir, ça éclairera complètement le triptyque nourrir, soigner et protéger, et qu'on sera reconnu internationalement, comme c'est le cas aujourd'hui, sur ces thématiques. Donc je vois que le temps passe, ça passe vraiment trop vite. Donc du coup, je propose qu'on passe aux 2 autres présentations, puis on essaiera de garder du temps quand même pour une discussion, sinon c'est trop frustrant. Donc je ne sais pas si Marc Morène est en ligne. Il nous a rejoint. Normalement, il doit être là. Oui. Marc, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Bon, Bonjour. Super. Donc Marc Morène qui est à l'UMR Innovation et qui donc va nous parler de recherche participative, justement pour faire le lien entre acteurs et thématiques. C'est très complémentaire du coup de ce qu'on vient d'entendre dans les 2 présentations précédentes, et qui va notamment nous présenter le dispositif CO3. Il n'y a pas que le CO2 dont on peut parler, et ce qu'est pour lui un peu la recherche participative à partir d'exemples concrets, et un petit peu les perspectives et besoins que l'on aurait dans ce domaine. Voilà. Je ne sais pas si Marc, tu peux allumer ta caméra, pardon. Elle est allumée. Ah, ben on ne te voit pas, mais on t'entend. Ouais, on ne voit pas. Ah ben voilà. On te voit. Ça marche. Okay. Bon, très bien. Bon, à nouveau, c'est un gros enjeu de présenter tous ces éléments en 5 minutes. Donc, je vais peut-être cibler sur certains d'entre eux seulement. Alors, la recherche participative, bon, pourquoi, comment et où est-ce qu'on en est ? En fait, je voulais aussi rappeler que historiquement, la recherche agronomique, elle est tournée vers l'innovation, elle est tournée vers des partenariats forts avec les agriculteurs, et notamment dans des recherches historiques menées par Pierre Cornu. Il a bien montré qu'à la création de l'INRA après-guerre, le chercheur en agronomie, l'agronome, avait un peu un rôle d'homme orchestre avec à la fois du pilotage d'expérimentation, à la fois du suivi de pratiques chez des agriculteurs, et puis un travail sur les territoires, sur les déterminants géomorphologiques des systèmes agricoles. Donc vraiment tout un panel de compétences et d'expertise. Et en fait, c'est dans les années 80 qu'il y a eu un mouvement, ce qu'il appelle Pierre Cornu, de polarisation marchande. Donc, polarisation marchande, c'est l'innovation qui se déplace vers les entreprises, qui est internalisée dans des entreprises qui gèrent des stratégies de R&D et qui produisent des brevets, donc avec une vocation commerciale. Et puis, côté recherche, une polarisation académique avec une spécialisation disciplinaire très forte, un cloisonnement aussi disciplinaire. On se spécialise de plus en plus, et puis on ne fait pas de pas de côté sur ces méthodes et ces collaborations. Et l'organisation de la recherche sur projet, donc qui demande d'être toujours plus ciblée sur des domaines de spécialisation, avec la publication scientifique comme critère phare de performance des chercheurs. Donc aujourd'hui, on a un petit peu revu
ce paradigme dominant, notamment avec ce qui reste encore des niches scientifiques pour les chercheurs. Par exemple, c'est la participation à des Living Labs, où les chercheurs sont une pièce de la réflexion et de l'expertise auprès d'autres acteurs variés. Et ces niches scientifiques, elles permettent de traiter des innovations d'intérêt, notamment autour des transitions écologiques et sociales. Et puis, elles permettent aussi à la fois de traiter des innovations, de faire de la recherche sur les innovations des acteurs de terrain, les innovations à partir des connaissances scientifiques et expertes, mais aussi de s'intéresser et de réfléchir et de prendre du recul sur ce processus d'innovation. Donc, au-delà de travailler et faire des recherches sur l'innovation, travailler aussi sur le processus et sur ce qui amène à innover dans les territoires et dans les pratiques. Donc, moi, j'appartiens à une UMR qui s'appelle Innovation, qui est vraiment engagée sur ce terrain-là et qui a aussi la spécificité d'être très interdisciplinaire. Alors, c'est aussi dans ces niches scientifiques le cas du programme CO3, donc co-construction de connaissances, qui est porté par l'ADEME et auquel Agropolis Fondation participe. Et sans mauvais jeu de mots, le programme CO3, il nous a donné pas mal d'air autour de ces questions de partenariat de terrain, notamment en ce qui me concerne dans le cadre d'un projet qui s'appelle Sagittaire, donc stratégie collective pour une agroécologie de territoire, et qui est coporté par le Bio-CIVAM de l'Aude et l'UMR Innovation. Donc, la spécificité de ce programme CO3, c'est de financer des projets coportés par des partenaires recherche et des partenaires société civile, et de travailler sur des questions qui sont des innovations de terrain à développer, à renforcer, et dans des démarches participatives. Donc, dans le cadre de CO3 Sagittaire, l'innovation de terrain, c'est une collaboration multisectorielle entre des céréaliers, des éleveurs et des vignerons dans le territoire du Minervois. Donc, on est sur une recherche qui est relativement située, mais qui résonne avec tout un tas d'études de cas et de situations innovantes dans d'autres territoires autour des interactions entre agriculture et élevage. Donc, ce coportage avec les acteurs de terrain, en l'occurrence avec le Bio-CIVAM de l'Aude, il permet de confronter nos enjeux, confronter nos connaissances, de mettre en place des dispositifs à la fois de terrain et de concertation entre les acteurs, donc du suivi de pratique, mais aussi des instances de co-construction, par exemple en intégrant des enjeux de biodiversité qui sont portés par des associations naturalistes, des enjeux de prévention contre l'incendie, parce que le fait d'avoir des éleveurs sur un territoire, c'est intéressant pas que pour les céréaliers et les vignerons, c'est aussi intéressant pour les instances chargées de la DFCI, et donc de co-construire ces enjeux et ces solutions, parce que ça pose aussi des problèmes d'avoir des troupeaux sur des territoires. Donc, on travaille avec des associations d'agriculteurs dans le nouveau projet, puisque le projet Sagittaire a d'abord été un projet émergence d'1 an, puis est maintenant un projet consolidé qui va commencer pour 3 ans. Eh bien, on intègre d'autres acteurs, donc, notamment la direction départementale du territoire, la DDT, plusieurs parcs naturels régionaux, des mairies et une collectivité comme Carcassonne Aglo. Donc, le dispositif CO3, il permet ça, il permet d'intégrer des acteurs en fonction de ce qu'on observe sur le terrain, en termes d'enjeux, en termes de dynamique, et donc de fil d'innovation un peu à approfondir. Et cette structuration entre des projets émergents qui permettent de renforcer un partenariat, de tester nos questions et comment elles font écho, nos questions de recherche et comment elles font écho au terrain, et du coup de co-construire la méthode de recherche qui va être mise en œuvre, eh bien c'est véritablement pour moi une forme d'innovation scientifique, et ça a été permis par CO3, et ça ne l'est pas beaucoup dans d'autres types d'appels à projets. Alors, dans la suite, on va continuer à faire ce lien entre les acteurs et entre les thématiques. On a vu qu'il y avait une diversité d'enjeux. Et puis, on va essayer de réfléchir aussi
qu'est-ce que ça implique en termes de pratiques de recherche, de pratiques de partenariat. Et ça, c'est prévu aussi dans le dispositif CO3 avec la participation d'une personne extérieure au projet. Ça s'appelle un tiers veilleur dans le dispositif CO3. Et c'est quelqu'un qui nous aide à réfléchir, mettre sur la table comment se passe le partenariat, comment se co-construisent les connaissances à partir de l'implication des uns et des autres, comment ça évolue, comment ça rate aussi, parce qu'il peut y avoir des échecs. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas trop vécu ça, mais on verra dans la suite de l'aventure dans laquelle on s'est. Et donc de monter en compétence aussi collectivement autour de ces partenariats et de ce décloisonnement, ce mouvement de décloisonnement de la recherche et des dynamiques de terrain. Et la recherche participative, c'est ça, c'est décloisonner et puis construire collectivement entre acteurs et aussi à l'échelle de territoire, parce que c'est à cette échelle-là qu'on est pertinent pour créer des connaissances à la fois opérationnelles et à la fois complexes qui intègrent ces différents enjeux de biodiversité, d'adaptation au changement climatique, d'adaptation des pratiques techniques, d'intégration des enjeux d'usage du territoire. Donc, recherche participative qui se construit, qui apprend. On est un collectif de chercheurs là, qui est pas expert de ça à la base, mais qui va vers ces dynamiques-là. C'est une pierre vraiment importante, je pense, dans l'édifice plus général des transitions écologiques et sociales, mais c'est essentiel parce que ce qu'on travaille avec les acteurs de terrain, eux ne pourraient pas le faire sans la recherche, et nous, on ne pourrait pas tester ce genre de processus et de démarches sans un partenariat fort. Voilà, très brièvement. Oui, merci beaucoup, Marc, d'avoir fait ça brièvement, parce qu'évidemment, il y aurait beaucoup à dire. Et donc, dans les actions, dans les nombreuses actions qu'a défendues et utilisées Agropolis comme outil, en plus des thématiques que l'on a vues, qui ont été développées, il y a la mobilité qui a toujours été assez importante, et voire même très importante. Et donc, la dernière intervention va nous parler des mobilités, notamment avec l'Afrique. Et c'est Michel Mbotswaou. Je ne sais pas si vous êtes là. Je suis là. Ah bon, super. Et donc, Michel est économiste du développement et c'est la directrice adjointe du programme African Women in Agricultural Research and Development, dont l'acronyme est AWARD. Donc, Michel est basée à Nairobi, au Kenya, et elle va nous faire un peu un bilan de ces diverses initiatives. Et éventuellement, on parlera aussi de One Planet Fellowship, qui est quelque chose de très important depuis quelques temps à la Fondation. Michel, c'est à vous pour 5 ou maximum 10 minutes, s'il vous plaît. Merci infiniment et merci pour cette invitation. Oui, je suis la directrice adjointe des programmes à AWARD. AWARD est une organisation basée au Centre international de recherche sur l'agroforesterie, ici à Nairobi, au Kenya. Nous avions débuté il y a à peu près une dizaine d'années comme un programme de renforcement de capacité qui visait particulièrement les femmes chercheuses africaines travaillant sur les questions, les problématiques de recherche et développement, et particulièrement les implications en matière de croissance économique et de développement social dans différentes régions africaines. Aujourd'hui, nos activités restent très centrées sur les besoins de renforcement de capacités individuelles, mais nous avons aussi maintenant mis un peu plus d'accent sur une collaboration plus intense avec les institutions de recherche agricole en Afrique pour soutenir le processus de changement institutionnel, incluant particulièrement les questions de genre, d'inclusion, de justice sociale, de diversité, de leadership, de mentorat et aussi de management participatif en ce qui concerne la recherche dans ces différentes institutions-là. Donc, on peut dire aujourd'hui, le programme a commencé avec à peu près 11 pays. Nous travaillons pratiquement avec toute l'Afrique, avec l'Afrique du Nord comme notre dernier bébé.
particulièrement le Maroc, où nous avons commencé un certain nombre d'initiatives avec différentes institutions, inclus l'IRB. Donc, la collaboration ou le partenariat Awad Agropolis Fondation remonte à peu près un peu plus d'une dizaine d'années. En 2009, une année après le lancement officiel des activités d'Awad ici à Nairobi, c'était en 2008. Et depuis ce moment, les deux institutions ont vraiment toujours partagé cette vision de mettre l'accent sur les opportunités, de renforcer les collaborations de recherche, mais aussi de donner une autre vision de la recherche en Afrique. Parce qu'une des questions sur lesquelles nous travaillons, c'est finalement la visibilité des chercheurs africains dans le continent, entre les différents pays, les différentes régions, mais aussi au-delà du continent, avec d'autres systèmes de recherche et d'autres acteurs dans la communauté de recherche internationale. Donc, l'élément clé de ce partenariat avec Agropolis repose finalement sur la mobilité scientifique et en particulier les stages de recherche pour nos lauréats, dans différentes institutions en France, au CIRAD, à l'INRA, l'Université de Perpignan, Montpellier et bien d'autres que Agropolis Fondation soutient depuis 2010. Ce partenariat s'est aussi poursuivi avec une implication plus large de la Fondation dans nos différentes activités et l'idée même de pouvoir offrir des programmes de formation un peu plus élargis. C'est dans ce cadre que nous avons travaillé ensemble pour lancer des programmes de formation en pédagogie qui ont été facilités par Supagro Montpellier au Sénégal en 2018-2019, si je me rappelle bien. Et dans cette même lancée, nous avions lancé le programme qui est soutenu, qui continue d'être soutenu par la Fondation, le programme de formation panafricain, qui soutient à ce jour à peu près une quarantaine de chercheuses africaines, francophones et anglophones. Et c'est dans le cadre de ce programme que nous avons lancé les programmes de formation en pédagogie, mais aussi un certain nombre de stages de recherche en France et particulièrement au CIRAD. Donc à ce jour, on va dire entre 2011 et 2017, nous avons à peu près une quinzaine de stages de recherche qui ont été soutenus par la Fondation Agropolis. Et nous sommes actuellement en train d'envisager la suite de ce programme de mobilité scientifique en 2022 dans le cadre de ce même programme panafricain. Et si la situation le permet, nous espérons pouvoir lancer une dizaine d'autres stages de recherche entre 2022 et 2023. Et dans cette même lancée, le partenariat avec Agropolis a continué dans le cadre de l'initiative One Planet Fellowship, qui est portée par la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation BNP Paribas, l'Union européenne et le Centre canadien de recherche pour le développement international, avec l'objectif de vraiment promouvoir et de développer un réseau dynamique et intergénérationnel de scientifiques aussi bien africains et européens. Et ceci dans le cadre de la problématique de changement climatique. Comment est-ce qu'on peut soutenir des projets de recherche innovants, des projets de recherche qui apportent des réponses concrètes aux problématiques d'adaptation. On le sait, c'est une question clé en Afrique aujourd'hui, mais aussi d'atténuation des effets du changement climatique dans le continent. Comment est-ce que finalement on peut apprendre du Nord et le Nord peut aussi apprendre de l'Afrique et les Africains entre eux peuvent pouvoir mettre en place des réseaux de recherche qui puissent permettre de porter des solutions et des recommandations sur le plan des politiques publiques. Donc, pour la mise en œuvre de cette initiative, Agropolis, Fondation et Awad coordonnent ensemble aussi bien les activités de formation continue, toutes les activités au niveau du mentorat, du développement de leadership, développement de carrière, renforcement de réseaux de recherche et la mobilité scientifique qui a commencé il y a quelques jours avec quelques-uns de nos chercheurs qui ont rejoint le CIRAD et aussi l'Université Sassari en Italie.
Et c'est un programme que nous allons continuer, nous l'espérons, dans le premier trimestre 2022 pour les 10 chercheurs qui ont été sélectionnés pour la première cohorte du One Planet Fellowship. Donc, c'est finalement pour dire qu'il y a beaucoup d'effets de synergie que nous voyons avec la mise en place de ces programmes de mobilité scientifique. On voit aussi tous les aspects de visibilité, de publication scientifique, de montage de projets de mini-laboratoires et plus d'effets de collaboration entre les scientifiques africain, parce que l'idée, c'est vraiment que l'Afrique puisse porter sa recherche et que même si nous devons pouvoir recourir à d'autres continents, à d'autres institutions, que nous pensions toujours que, au final, les problèmes de développement de l'Afrique sont mieux compris par les Africains eux-mêmes et qu'ils doivent être au centre de cette recherche. Donc, je crois que c'est une question qu'avec Agropolis, nous continuons de mener la réflexion, nous continuons de regarder quels sont les différents partenariats, les différentes institutions, les différentes collaborations que nous pouvons encore envisager dans les prochaines années, parce que nous ne voulons pas que le programme s'arrête aux 3 cohortes qui ont été déjà lancées à ce jour. L'idée est vraiment que nous puissions avoir un programme plus long qui nous permet de pouvoir vraiment mesurer les impacts et de pouvoir voir comment ce programme a contribué et pourra continuer de contribuer aux politiques publiques en matière de changement climatique et d'autres questions de développement durable en Afrique. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon on n'aura pas de minutes pour pouvoir avoir la participation de l'audience. Merci. Oui, merci beaucoup, Michel. Donc, du coup, comme on a commencé 5 minutes en retard, je vais préempter d'office 5 minutes sur la table ronde suivante. Et moi, j'aurais plein de questions ou de commentaires, mais je voudrais laisser la parole à la salle ou bien au réseau. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui regarde le chat. Oui, donc si vous avez des questions par rapport aux diverses interventions que l'on a vues, ou bien sur cette vaste thématique des thèmes et des outils qu'a soutenu Agropolis Fondation, la parole est à vous. Je pense que c'est l'endormissement du froid en fin d'après-midi qui fait comme des... Aussi, voilà. Il y a Gaspard qui veut poser une question. Bonjour, Gaspard Lépine. Je suis chargé de partenariat à l'INRAE et référent de partenariat à l'ICITMUS. J'avais une question un peu globale pour tout le monde. On a vu vos activités qui sont un peu différentes les unes des autres. Mais comment, vous parliez tout à l'heure de transdisciplinarité, comment est-ce que tout ça peut se relier? Comment vous faites le lien entre vous et comment vous pouvez rendre toute votre activité encore plus pétillante en vous liant les uns avec les autres? Donc, qui veut pétiller en premier? Nicolas? J'ai pas parlé de transdisciplinarité. Je pense nous, on n'y est pas du tout arrivé. On est arrivé peut-être à l'inter, à faire vraiment travailler des disciplines ensemble. Alors qu'au début, on était vraiment dans de la pluri ou multi, on était juste à poser, chacun avait son work package, et puis chacun faisait ses publis dans son coin, mais sur un même objet. Mais il n'y avait pas véritablement d'amorce d'interaction véritable sur la façon dont ça allait changer nos visions. Je pense que ça, on a réussi à le faire. Et ce que j'entends dans d'autres projets soutenus par Agropolis Fondation, c'est que ça s'est fait ailleurs dans des tas d'autres choses, et qu'il me semble qu'on aurait un travail collectif à faire ici, d'échanger non pas sur nos résultats de recherche, parce qu'à la limite, moi, les histoires, j'y connais rien et je suis pas sûr que ça m'intéresse, en fait. Ça m'intéresserait intellectuellement. Ça va pas nourrir Non, mais je veux dire, ça va pas nourrir ma recherche. Mais par contre, la façon dont les uns et les autres ont réussi à organiser du dialogue, de faire travailler, par exemple, on s'est rendu compte qu'on a créé un outil support de la construction de l'interdisciplinarité qui s'appelle la série So What, c'est-à-dire c'est un 4 pages qui s'adresse aux acteurs de la société, pas aux scientifiques, mais dans lesquels on va mettre des gens de disciplines différentes en leur disant « tu as travaillé sur quelque chose, tu as publié des super papiers dans tes revues que seuls les gens de ta discipline lisent et personne d'autre, mais qu'est-ce que tu as à dire à la société ?» So what? Et souvent, c'est très embarrassant, le so what.
Au début, les gens disent non, mais moi, mon problème, c'était de publier, c'était pas. Et quand on commence à animer une discussion autour, on va écrire un papier ensemble pour essayer de dire qu'est-ce qu'on a à en dire à la société. Là, l'interaction commence, et là, on commence à voir que on pourrait maintenant commencer à réfléchir autrement. Donc, par exemple, ce support-là, pour nous, c'est un peu un succès inattendu. En fait, au début, on faisait des papiers pour se dire comment on traduit les résultats scientifiques en papier lisible par les acteurs de la société. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un outil d'interdisciplinarité. Donc moi, je me dis que ce serait vraiment intéressant qu'on, dans cette communauté, aussi variée soit-elle disciplinairement avec ces questions, comment elle a réussi à construire ce lien. Et je pense qu'on a une chance dans cette communauté de pouvoir le faire et d'être aussi un peu reconnu là-dessus, parce qu'on dit beaucoup, vous lisez les projets européens, il faut faire de l'interdisciplinarité ou même de la trans. Concrètement, c'est quoi les papiers, c'est quoi, enfin, comment on fait là concrètement? Et échangeons là-dessus, je pense. On l'a vu ce matin, où on a analysé les 45 publications avec le plus gros facteur d'impact. Il n'y a pas d'interdisciplinarité dans les plus gros facteurs d'impact. Hein. Peut-être Elisabeth sur... Oui, justement, je réfléchissais à comment intervenir. Mais si je prends le cas concret du projet Santé des plantes, voilà, il y a depuis le départ une volonté d'essayer de construire dans l'interdisciplinarité les questions de recherche. Alors, elle peut sembler limitée, cette interdisciplinarité, parce que, comme vous l'avez vu, c'est quand même très tiré par les sciences biologiques. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on manquait des choses si on n'allait pas aussi vers d'autres disciplines, et notamment les sciences sociales. Et en fait, dès le début là, de la réflexion, on s'est rendu compte qu'on avait, on avait besoin de cette réflexion commune. Et ce à quoi on va s'attacher dans le cadre du consortium, c'est d'abord de se mettre d'accord sur une définition de la santé des plantes. Ça paraît bête comme ça, mais finalement, ça l'est pas du tout. Et les premières discussions qu'on a eues montrent qu'il y a un vrai travail interdisciplinaire, et pas encore trans, mais au moins inter, pour se mettre d'accord sur ce que c'est pour nous tous, dans ce cadre qui, pour l'instant, est encore restreint, de la santé des plantes. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait ce travail, on sera déjà aussi plus armé pour aller dialoguer avec d'autres consortia déjà bien structurés, comme par exemple... ce qui se fait dans ton unité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va réussir, pas à pas, à aller vers une démarche intégrative, moi, je pense. Mais après, il y a l'aspect aussi interdisciplinarité entre les sciences, les scientifiques et les acteurs de terrain, parce que finalement, là aussi, on a beaucoup d'interactions à avoir. Et ça se construit... En fait, ça émerge partout, discipline par discipline. Mais là aussi, on a un intérêt, je pense, à apprendre à aller sur le terrain, chercheurs de plusieurs disciplines, et à aller interroger, mais dans les deux sens, ce dont les acteurs de terrain ont besoin. Et ça nous fait aussi nous re-questionner sur nos propres démarches de recherche et questions de recherche. C'est ce qu'on va essayer de faire aussi là sur le terrain. Je ne sais pas si on va y arriver, mais au moins sur 2 terrains sur lesquels on va travailler dans le cadre du projet. Et voilà. Peut-être que Marc, il veut témoigner sur comment ça s'est passé dans Sagittaire. Marc ou Michel, si vous voulez répondre sur ce point. Oui, je peux apporter quelques éléments donc, sur Sagittaire, mais aussi peut-être plus largement... sur les pratiques d'interdisciplinarité. Transdisciplinaire, effectivement, on n'y est pas vraiment, ou alors très très modestement. L'enjeu, c'est aussi de décloisonner nos manières de travailler, mais ça passe par l'échelle et l'objet de travail pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille sur des territoires avec des acteurs de terrain, en fait... on se retrouve face à des questions très complexes, de multi-enjeux. Chacun va avoir son type d'expertise, ses types de méthodes, et on se retrouve finalement un peu homme orchestre à la manière de l'agronome décrit par Cornu dans l'INRA d'après-guerre. Parce que on va essayer d'intégrer ces différents domaines d'expertise, d'intégrer ces différentes natures de connaissances pour en faire quelque chose qui soit à la fois manipulable. Moi, je travaille sur des scénarios prospectifs d'évolution des interactions entre animal et végétal sur les territoires. Ça reste des scénarios avec
des formes d'évaluation basées sur des critères qu'on connaît et qu'on maîtrise en partie. Alors, certains sont plus qualitatifs que d'autres, certains sont plus, je dirais, bricolés à partir de l'état actuel des connaissances, parce qu'il y a plein de choses sur la régulation biologique des bioagresseurs qu'on ne maîtrise pas forcément, où on se retrouve face à la finitude des connaissances. Et donc, c'est comme ça que se construit l'interdisciplinarité dans ma pratique, en tout cas, parce que les acteurs de terrain nous parlent de la structuration des filières quand on change quand on développe des pratiques et des systèmes agroécologiques. Alors, où est-ce qu'on va trouver les semences? Où est-ce qu'on va transformer, trier les récoltes? Quelle forme et quel niveau de valorisation derrière? Eh bien, tout ça passe par les interactions dans l'opérationnel avec les acteurs de terrain. Pour moi, c'est le BioCIVAM, mais aussi dans les interactions avec les collègues des autres disciplines, économistes, sociologues des réseaux professionnels, et puis sur les questions derrière d'alimentation et de modèles de consommation. Michel, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Sinon... Oui, je peux dire en juste quelques secondes que l'approche intégrative est finalement au cœur du travail que nous faisons à Watt, parce que nos chercheurs viennent de différents horizons. Quand on regarde toute la dynamique du changement climatique, on a différentes perspectives, on a des aspects multidimensionnels à considérer, aussi bien tout ce qui est modélisation que prise en compte des impacts sur le terrain, toutes les questions socio-économiques et même tout ce qui va au niveau du financement même des questions climatiques et autres. Et c'est tout ce mix-là qui nous permet de voir la complexité même de cette question et qui amène aussi une certaine beauté dans comment les différents chercheurs peuvent travailler ensemble. Une des choses que nous faisons dans le cadre du One Planet Fellowship, par exemple, c'est de les encourager, des chercheurs avec différents focus de recherche, à pouvoir se mettre ensemble et de pouvoir choisir une question qu'ils vont aborder sous différents angles, mais qui leur permet de résoudre finalement un problème qui leur est cher à tous. Et nous avons actuellement déjà 2-3 publications dans ce sens-là. Donc finalement, c'est très important pour nous l'impact sur le terrain, mais aussi de pouvoir intégrer les différentes dimensions de recherche dans le travail que nous faisons. Merci Michel. Du coup, juste pour terminer, moi, je voudrais que si ça vous est possible, en une ou deux phrases, en gros, de nous dire quel serait le point à développer dans le futur par rapport à votre expérience et ce que vous avez présenté. C'est-à-dire qu'on a bien vu que la Fondation et le LabEx ont eu un effet énorme de structuration sur Montpellier, mais aussi un effet levier énorme sur ses partenaires. Et du coup, qu'est-ce qui n'est pas fait à ce jour et dont vous souhaiteriez que ce soit fait, ou qu'est-ce qui est fait aujourd'hui et dont vous souhaiteriez que ce soit davantage fait pour accompagner vos dynamiques. Tout ça en une phrase ou deux, bien sûr. Il y avait Marc aussi qui avait levé la main. Excusez-moi. Pardon, il nous reste 3 minutes, c'est pour ça que... Oui, je voulais juste apporter un élément complémentaire là, sur ce qui a été dit, c'est que on travaille pas comme ça parce que ça nous fait extrêmement plaisir et que c'est que réjouissant au quotidien, hein. Le partenariat et l'interdisciplinarité, c'est beaucoup d'investissement, c'est parfois difficile, on gère aussi de l'humain, des problématiques de terrain auxquelles nous, chercheurs, on n'est pas forcément confrontés, et ça fait pas partie de notre fiche de mission, hein, d'aller gérer des conflits humains sur les territoires avec différents habitants ou usagers du territoire. Et en fait, c'est pas complètement pour le plaisir, c'est aussi parce que les enjeux sont là. Quand je parlais des transitions écologiques et sociales, si on veut agir et avoir un impact de nos recherches sur ces enjeux de biodiversité, si on veut qu'il y ait encore des éleveurs et des céréaliers
dans les zones viticoles et même des viticulteurs pour produire dans 10 ou 15 ans, eh bien, il faut s'attaquer à ces questions et s'y attaquer sérieusement à partir de démarches de terrain. Donc, c'est pas que pour la beauté et la poésie du geste, et c'est pas seulement un parcours de santé et une promenade, quoi. Donc, au-delà de l'aspect très prometteur, porteur et motivant de ces démarches partenariales participatives, il y a aussi tout un revers de la médaille qui n'est pas complètement simple à assumer. En tout cas, pour l'expérience que j'en ai, mais aussi auprès de différents collègues. Donc, je voulais un peu tempérer l'aspect un peu idéal de ce type de démarche. Et dans les perspectives, j'en profite pour répondre à la demande. Il y a pour moi un aspect essentiel, c'est de travailler sur les impacts réels de ces projets sur les territoires. Donc, ça passe par dans quelle mesure nos recherches et nos travaux en partenariat débouchent vers des actions concrètes. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre en termes de structures agricoles, d'évolution des pratiques sur les territoires. Est-ce que ça a été intégré d'une manière ou d'une autre dans des politiques publiques, dans les stratégies des acteurs gestionnaires des territoires? Voilà, c'est pour moi ce qui serait intéressant à développer dans la suite. Ok Marc, merci beaucoup. Michel, sur les perspectives ou les besoins que tu verrais pour le futur? Les besoins, ils sont toujours là. Hein. Je crois qu'à ce jour, nous avons, on va dire, commencé avec un nombre qui va grandissant. La demande au niveau des universités, des institutions de recherche pour les stages de recherche reste très grande. Nous espérons, avec le travail qu'on fait avec Agropolis et d'autres universités, institutions au niveau de l'Europe et peut-être même au-delà, pouvoir augmenter cette offre pour les chercheurs africains. Mais l'idée aussi, c'est de voir dans quelle mesure les chercheurs européens aussi peuvent apprendre de ce qui se fait sur le terrain en Afrique. Donc, si on peut pouvoir jouer sur ces types de collaborations sud-nord et nord-sud dans les prochaines années, je crois qu'on aura fait de grands pas. Merci Michel. Elisabeth, tu veux dire quelque chose sur le... Moi, j'étais assez d'accord avec ce que disait Marc. Et notamment, je pense que, en tout cas pour notre champ de recherche, la santé des plantes, ce dont on a besoin vraiment, et ce que la Fondation a commencé à nous aider à faire, c'est d'aller éprouver sur le terrain la démarche interdisciplinaire, vraiment s'y frotter et mettre les mains dans le cambouis. Donc, je pense que c'est vraiment ça maintenant. Moi, je reconnais à la Fondation de nous avoir permis d'explorer des terrains qui étaient risqués, qu'on n'aurait pas pu explorer avec des financements standards de type ANR. Et donc, je pense qu'il faut que ça continue. On a défriché des choses qui n'étaient pas faciles à faire. Si aujourd'hui, on a besoin non plus de faire évoluer le système alimentaire, mais de fondamentalement le transformer, ça veut dire qu'il faut qu'on construise un nouveau contrat social autour de comment on va se nourrir demain. Et que construire ce contrat social, ça veut dire le faire avec tout le monde. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une grande partie de la population qui nous a lâchés et que nous avons lâchés. C'est-à-dire qui n'écoute pas ce qu'on fait, qui est en défiance, y compris en défiance scientifique, qui ne comprend pas ce qu'on est en train de jouer dans ces endroits, et qui me semble qu'un des enjeux, c'est d'arriver à être capable de construire un dialogue science-société, mais pas un dialogue uniquement avec les acteurs, les entreprises, les politiques et les ONG, qui sont toujours bien formés, bien pensés, mais avec tout le monde, vraiment avec la population. Et moi, je sens qu'il y a un divorce qui se joue. J'ai participé à des conventions citoyennes où j'ai compris qu'en fait, on n'était plus suivi et qu'on n'était plus compris. Et qu'il me semble que c'est un enjeu majeur. Donc, c'est explorer les façons de travailler aussi avec les citoyens, tous les citoyens, y compris ceux qui n'ont pas de marge de manœuvre. Et ils sont très nombreux. Oui, merci Nicolas. On va devoir conclure, mais je voudrais rebondir à la fois sur ce que tu viens de dire, ce qu'a dit Marc, et sur la question de Gaspard, puisque je vais lui céder la place. Et je pense que autant moi, à titre personnel, j'ai toujours cru que c'était la science qui me passionnait,
Puis je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas tant la science, mais l'émotion scientifique qui me propulsait. Et puis surtout, quand j'étais seul en forêt, je la partageais des fois avec moi-même. Mais quand je pouvais, j'avais la chance de le partager avec des gens d'autres disciplines ou avec des gens d'autres cultures, du coup, je ressentais cette émotion scientifique multipliée par 1000 par l'émotion collective que j'avais à partager ça, à apprendre du regard des autres, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi fondamental. Je pense que la société a besoin de ça, qu'on a besoin de retrouver une émotion collective. J'ai été très malheureux en début de Covid d'entendre les conneries qu'on faisait... Pardon, excusez-moi, ça ne se dit pas ça, mais d'entendre le rôle qu'on prêtait ou qu'on ne prêtait pas aux scientifiques en leur faisant dire n'importe quoi, la défiance qu'il y a eu. J'ai eu la chance de travailler sur le rapport de la FRB sur le rapport entre biodiversité et santé, et j'ai bien aimé la démarche qu'on a eue à ce moment-là, de dire qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache pour pouvoir répondre aux citoyens, quoi. Et je trouve que c'est une démarche qui doit nous porter aujourd'hui, parce qu'il y a cette défiance vis-à-vis de la science, et qui n'est pas normale. Alors peut-être que la science, des fois, est trop arrogante, ou les gens qui la portent sont trop arrogants, et il faut revoir ça. Mais je pense que c'est crucial. Et par rapport au rôle de la Fondation, j'ai été quand même le premier bénéficiaire et un des plus gros bénéficiaires, on l'a vu ce matin avec PlanNet, de la Fondation. C'est ce que j'ai défendu en m'époumonnant pendant peut-être 20 ou 40 fois à l'époque pour convaincre les gens. Et je le pense encore aujourd'hui que ce projet ne serait né nulle part ailleurs. Je ne pouvais pas faire ça à l'Europe, je ne pouvais pas faire ça à l'ANR. Un privé n'était pas intéressé, ou alors il aurait fait une start-up pour reconnaître les pédophiles aux frontières, etc. C'est du vécu aussi. Et du coup, voilà, je pense que la Fondation a apporté ça. Et c'est pour moi remarquable, et ça va avec cette émotion collective dont je parlais tout à l'heure, et qui me semble fondamentale pour avancer tous ensemble. Et pour être depuis presque 40 ans maintenant à Montpellier, je vois une évolution qui franchement me ravit le cœur, parce qu'on est passé d'un stade où chacun était dans sa chapelle à une volonté des gens de travailler ensemble. Vraiment, je le sens, ça, je le vois. Et à titre personnel, ça me ravit, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et du coup, je suis très honoré d'être au poste que je suis aujourd'hui, parce que si je peux aider à ça, je pense que c'est utile. Et en tout cas, ça correspond à une volonté que je sens de plusieurs personnes dans le milieu de la recherche ou pas. Et voilà, si la Fondation et le LabEx ont servi à ça, à initier ça avec d'autres, bien sûr. Aujourd'hui, il y a d'autres contextes. Je pense qu'on ne peut que s'en réjouir et vous féliciter collectivement. Je cède la place. Merci.